Bienvenue, chers téléspectateurs. Si vous nous regardez, vous regardez donc Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres ici en Égypte. Et en fait, durant les derniers jours, il y avait des messages du premier rang, des messages présidentiels, économiques bien sûr, lancés au premier rang, encore une fois, au peuple égyptien, deuxièmement aux investisseurs étrangers, notamment les pays du Golfe. Justement, le président a dit, par exemple, ou selon le président, l'État a reporté la hausse des prix de l'électricité pour soulager les citoyens de ces fardeaux. Le président Sisi a également réitéré que la priorité de l'État était la réalisation d'un état de satisfaction au sein de la société égyptienne. Également, le président a lancé quelques appels présidentiels à l'égard du pays du Golfe auxquels il a remercié pour ses aides. Bien sûr, selon le président, je cite, « J'appelle les pays arabes qui ont des dépôts en Égypte à les convertir en investissement. » Donc, encore une fois, la Banque mondiale, avant bien sûr de commencer avant de commencer notre, si je peux dire, analyse avec l'un des invités qui va être en ligne dans les prochaines minutes. Si je peux dire, la Banque mondiale égyptienne a révisé ses prévisions pour la croissance de l'économie égyptienne durant cette année, durant 2022. Pourquoi? C'est ce qu'on va savoir. L'Égypte, ces derniers jours, œuvre depuis des années à exécuter, bien sûr ce sont des déclarations qui ont été révélées ces derniers jours, l'Égypte œuvre depuis des années à exécuter des projets de transition verte. Justement, dans ce temps de crise, on trouve que la zone économique du canal de Suez est considérée par des responsables gouvernementaux comme l'un des bras de l'État égyptien pour parvenir au développement. Récemment également, il y avait une déclaration très importante lancée par le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Moayed, en ce qui concerne l'économie numérique qui est la locomotive du développement durable. Donc presque toutes ces questions vont être proposées sur la table aujourd'hui avec les analyses de notre invité, M. Nadim Samna, qui nous parle en fait, ou plutôt M. Nadim Samna, c'est un expert dans le domaine économique, c'est un expert notamment au niveau des pays du Golfe. M. Nadim Samna, vous êtes toujours le bienvenu sur Nal TV International. Merci beaucoup. M. Nadim. Oui. M. Nadim Samna, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Oui, et donc bonjour et toujours merci pour nous rejoindre à travers la ligne de Nal TV International. Encore une fois, je dois rappeler notre cher téléspectateur que vous êtes un expert qui a les mains dans les affaires dans les pays du Golfe, au niveau économique bien sûr. C'est pourquoi, si je peux dire, c'est un choix tout à fait pertinent d'être avec nous aujourd'hui pour commenter et analyser les messages présidentiels lancés aux pays du Golfe. Par exemple, pour commencer, le président Abdel Fattah al-Sisi a dit, je cite, « Nous apprécions le rôle des frères du Golfe dans le soutien de l'économie égyptienne ». Votre commentaire? Je pense que il y a, on va dire, une grande entente en ce moment entre l'Égypte et les pays du Golfe. Et même là, dès qu'il y a eu des apparitions de problèmes avec les devises dans les pays du Golfe, ils ont tout de suite secouru les réserves égyptiennes. Donc c'est tout à fait normal d'être reconnaissant envers les pays du Golfe. Oui, oui. Donc, même à partir de tels remerciements lancés par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et de telles réactions très rapides qui ont été, si je puis dire, effectuées ou faites par les pays arabes après la crise économique de l'Ukraine qui frappe le monde entier. Donc, à quel point vous trouvez que où il y a une sorte de conscience de la part des pays du Golfe et des pays arabes en général en ce qui concerne l'importance de stabiliser et de sécuriser
le peuple égyptien, le pays des pharaons, l'État égyptien? Oui, ben là, ce sont des voisins, nos frères. C'est tout à fait normal qu'ils aient dans l'intérêt de stabiliser l'économie égyptienne. Et Ouais. voilà, puis on sait que le peuple, c'est on va dire, la plus grande population de la Ouais. région, 110 millions. Donc c'est tout dans l'intérêt de stabiliser l'Égypte, hein, c'est Ouais. évident. Oui, et il y a un autre message qui a été lancé par le président Abdel Fattah al-Sisi aux pays du Golfe et aux pays arabes en général. J'appelle les pays arabes qui ont des dépôts en Égypte à les convertir en investissement. Pourquoi selon vous? Ben, c'est pour transformer cet argent en investissement et je veux dire, là c'est beaucoup plus profitable pour l'économie égyptienne parce qu'un investissement ça veut dire une sorte de durabilité de ces investissements, création d'opportunités de travail. Ça ancre la participation des pays du Golfe dans l'économie égyptienne. Alors que voilà, des réserves, là le lendemain, ça peut sortir tout de suite de l'économie égyptienne. Et puis, je veux dire, là, ça profite moins à l'économie égyptienne, c'est sûr. Oui. Autre chose, à quel point vous trouvez que c'est un appel très important dans cette crise qui frappe le monde entier à cause, premièrement, de Covid-19, deuxièmement, à cause des répercussions de la guerre russo-ukrainienne. Donc, à quel point vous trouvez que l'État, ou plutôt le marché égyptien, reste attractif aux yeux des investisseurs arabes, notamment du pays du Golfe? L'Égypte, ça a toujours été un pays attractif pour les pays du Golfe. Là, entre les Émirats et l'Arabie Saoudite, c'est deux grands investisseurs, enfin parmi les plus grands investisseurs en Égypte. Il y a une complémentarité entre l'économie égyptienne et les économies du Golfe. On sait que la main-d'œuvre égyptienne, elle participe fortement aux économies du Golfe. Donc, tout ce qui est éducation, formation, donc ça profite beaucoup aux économies du Golfe. Et la proximité géographique qui fait que voilà, le transfert ou tout ce qui est commerce de marchandises est quand même facilité et que ce soit l'Égypte ou les pays du Golfe, ils ont plutôt intérêt à faire ce commerce entre eux plutôt qu'à chercher à faire ce commerce ailleurs, surtout dans le contexte actuel de hausse des prix de transport, de marchandises, et puis avec tout ce qui est réchauffement climatique, donc la combustion d'énergie fossile qui est nuisible à l'environnement. Donc il y a vraiment beaucoup de raisons qui font que les pays du Golfe et l'Égypte aient tout intérêt à coopérer économiquement ensemble et à développer conjointement un commerce de plus en plus fort. Oui. En fait, ces derniers mois, on a assisté à plusieurs choses très importantes. Par exemple, une coopération tripartite au niveau de l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, une autre coopération au niveau de l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis. Donc, comment vous remarquez et observez même de telles coopérations au niveau régional entre les pays arabes et l'Égypte? C'est bien sûr, c'est le bon sens. Hein. On sait que les pays arabes, on le dit depuis des décennies, les pays arabes sont très complémentaires et s'ils travaillent ensemble, ils vont devenir une puissance économique très importante. Et on voit que dans ce qui se passe aujourd'hui, il y a une augmentation du risque de conflit entre les différents blocs. On voit qu'il y a des sortes d'alliances qui se créent et le fait de ne pas s'allier avec des voisins proches, ça met à risque tous les pays. Donc c'est normal que le contexte actuel pousse à
on va dire, une intégration, une coopération plus forte. Et grâce à la complémentarité entre les pays arabes, cette alliance, elle va être très profitable et très bénéfique pour tous les pays. Oui. Donc, une autre chose très importante, est-ce que vous trouvez que l'Égypte, à travers même de tels appels présidentiels à l'égard des pays arabes, l'Égypte cherche donc à ne pas à approfondir sa dette, à ne pas agrandir sa dette. C'est pourquoi la boue de sauvetage pour les Égyptiens actuellement, c'est les investissements directs. Alors, les investissements directs étrangers, c'est bien sûr c'est le meilleur outil pour booster une économie, n'importe laquelle. Et bien sûr, là, le fait de prendre plus de dettes, c'est jamais la meilleure solution. Des fois, c'est une bonne solution quand ces dettes sont orientées vers des investissements productifs. Donc, il y a un retour sur investissement qui permet à la fois de rembourser la dette et générer un profit. Et bon, c'est une pratique naturelle, hein, enfin, toutes les organisations le font. Mais quand c'est un investissement direct, donc le cycle est beaucoup plus rapide. Le cycle est beaucoup plus rapide et le profit est beaucoup plus important. Ouais. Et la création des opportunités d'emploi, elle est directe et indirecte, elle est beaucoup plus forte. Et en plus, avec l'investissement direct étranger, c'est pas juste un transfert de cash ou d'argent, mais il y a aussi un transfert de savoir-faire, un transfert de compétences, d'expertise. Et il y a aussi une coopération un peu plus forte en termes d'ouverture de marché, en termes de planification stratégique. Donc, bien sûr, l'investissement direct étranger est beaucoup plus souhaitable, enfin recommandé, que le dépôt de liquidité à la Banque centrale. Oui. En fait, d'après des experts, l'Égypte est considérée comme parmi les rares pays arabes qui vont réaliser de bonnes croissances économiques ces derniers jours. Justement, ils se sont référés au dernier rapport publié par la Banque mondiale en ce qui concerne la croissance de l'économie égyptienne. Ces experts ont souligné que l'économie égyptienne, ou la croissance de l'économie égyptienne a été, les prévisions plutôt de l'économie égyptienne ont été révisées par la Banque mondiale. Pourquoi selon vous? L'économie égyptienne a toujours été très résiliente, hein. Enfin, même au plus fort de la crise du corona. L'économie égyptienne faisait partie des rares économies à afficher toujours une croissance. Voilà, aujourd'hui, bon, c'est toujours le cas. L'économie égyptienne, il y a plein de facteurs qui soutiennent l'économie égyptienne. C'est toujours des ajustements. Bon, la Banque mondiale, elle a augmenté les prévisions de croissance pour cette année, elle a baissé pour l'année prochaine. C'est basé sur des hypothèses qui se vérifient ou pas. Mais on sait qu'on est de toute façon dans un contexte très mouvant, très volatile, qui ne permet pas d'avoir des prévisions de manière très exacte. Ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours une croissance. Ça veut dire qu'il y a toujours une création d'offres d'emploi. C'est toujours, voilà, les choses bougent. Après, il faut accélérer un peu plus parce que il y a aussi une croissance démographique donc qui génère plus de population, etc. Il faut que la croissance économique soit plus rapide que la croissance démographique et qui permet d'absorber le surplus de main-d'œuvre et pour fournir aussi tout ce qui est nourriture, les services de base. Donc le challenge, en fait, c'est pas tellement d'afficher une croissance positive, mais il faut que cette croissance positive puisse compenser à rattraper le retard de la croissance démographique.
surtout que c'est un retard accumulé pendant quelques décennies. Oui, mais l'un des avantages, l'un des secrets dont dispose l'économie égyptienne, c'est la diversification de ses domaines. Et à cet égard, on trouve que le président égyptien a inauguré durant les derniers jours des projets agricoles, des projets qui sont consacrés à la sécurité alimentaire. Donc, ma question porte sur à quel point vous trouvez que le dopage visés dans ce domaine vont, si je peux dire, fortifier de plus en plus la croissance de l'économie égyptienne jusqu'à ce que nous pouvons atteindre non seulement l'autosuffisance, mais aussi les exportations de ces denrées alimentaires qui sont considérées ces jours, notamment après le Covid, après la crise russo-ukrainienne, comme des, si je peux dire, des éléments très vitaux pour tous les peuples. La sécurité alimentaire, bien sûr, c'est la priorité numéro un. Dès qu'il y a eu au premier jour du conflit russo-ukrainien, tout de suite, on a vu l'impact sur l'Égypte avec l'impact en termes d'importation de blé. Donc, il fallait tout de suite bouger, tout de suite trouver d'autres solutions. Donc, c'est sûr que déjà la sécurité alimentaire est un premier objectif. Deuxièmement, on a vu qu'au premier jour aussi de la crise du Covid-19, les exportations agricoles égyptiennes ont été boostées, ont vu une croissance significative. Pourquoi? Parce que les chaînes d'approvisionnement étaient coupées et il fallait s'approvisionner, on va dire, au plus proche. Et le fait de la proximité de l'Égypte et sa centricité entourée de 3 continents, ça a permis à l'Égypte d'être, on va dire, une source ou une origine proche pour bon nombre de denrées agricoles. Et l'Égypte est devenue le premier exportateur agricole dans plusieurs denrées, dans les oranges, qui sont très forts, dans beaucoup de denrées. Et le fait de soutenir cette croissance et lancer des projets avec une approche scientifique, avec les méthodes d'essai qui permet d'optimiser les quantités produites et optimiser l'eau utilisée. Ce qui est très très important parce qu'on sait que l'eau en Égypte est devenue une richesse et une denrée rare. Donc il faut vraiment bien l'utiliser. Oui. J'ai une autre question en ce qui concerne la zone économique de l'Égypte, la zone économique du canal de Suez de l'Égypte. Comment nous pouvons, si je puis dire, activer son rôle actuellement dans cette crise? Nous appelons à avoir plus d'investissements directs. Donc, parmi si je puis dire, les déclarations faites par des responsables gouvernementaux, cette zone représente l'un des bras de l'État égyptien pour parvenir au développement. Comment nous pouvons réaliser ça? On sait que depuis le début, depuis très longtemps, que le canal de Suez, d'une part, c'est un monopole inestimable qui est sous-utilisé par l'Égypte. C'est une source de devises étrangères, mais bien sûr, il peut être utilisé beaucoup plus fortement. Et l'autorité du canal du Suez a déjà augmenté les tarifs, ce qui a permis d'augmenter les revenus du canal du Suez, donc, et c'est des revenus en dollars, c'est ce qui est très intéressant. Il y a le développement de zones économiques et c'est ce que l'Égypte essaie de vendre aux investisseurs en disant, voilà, si vous vous installez au niveau du canal de Suez, vous avez un accès facile à 3 continents. Et il y a beaucoup d'entreprises qui viennent s'installer en Égypte pour être exclusivement tournées vers l'export en étant installées dans des zones franches. Monsieur Nadim Samna, je veux encadrer ma question ou contextualiser plutôt ma question dans le cadre de ces orientations politiques adoptées ces jours-ci par le gouvernement égyptien afin
d'activer, de fortifier, de doper de plus en plus, de donner plus d'espace plutôt au secteur privé dans l'économie égyptienne. Et ça, c'est ce qu'on a bien sûr suivi de près par les plans, par les déclarations faites par les responsables égyptiens en ce qui concerne la politique de propriété de l'État. Donc, comment vous observez de telles étapes entreprises par l'État égyptien, par le gouvernement égyptien plutôt? Oui, bah, c'est vrai que dernièrement, il y a eu beaucoup de déclarations entre hauts niveaux pour favoriser la collaboration entre on va dire l'État égyptien et le secteur privé, qu'il soit local ou régional ou international. Il y a l'annonce de l'objectif de vendre 10 milliards de dollars, d'équivalent de 10 milliards de dollars d'actifs chaque année pendant 4 ans. Il y a eu une annonce pour la mise en bourse des entreprises d'État. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'annonces qui vont dans ce sens-là. Et aussi le fait d'admettre que le secteur privé, en coopérant avec les entreprises de l'État et les actifs de l'État, peut produire une meilleure productivité et meilleurs résultats que, on va dire, la situation actuelle, où le secteur privé d'un côté ou le secteur de l'État de l'autre. Il faut vraiment collaborer pour le bien du pays. Donc ça, c'est très positif. On voit qu'il y a eu un appel aussi du dialogue national. Ce dialogue va permettre d'extraire certaines recommandations. Il va peut-être permettre aussi à des personnes d'avoir des voix et exprimer leur opinion sur ce qui se passe pour pouvoir résoudre la situation. Et puis surtout, ça va déboucher sur un projet national où on l'espère sera soutenu par l'ensemble des acteurs économiques du pays et par la population pour pousser l'Égypte vers l'avant. Ouais. En fait, vous avez suscité quelques éléments très importants en ce qui concerne la société égyptienne. Justement, ces derniers jours, le président a réitéré qu'il a reporté pour la troisième fois, presque la troisième fois, la hausse des prix de l'électricité. Et selon lui, l'État égyptien essaie de stabiliser les prix du carburant. En fait, ce sont parmi les déclarations qui ont été encadrées, qui ont été prises en considération par les écrivains, par les journalistes dans les pays du Golfe. Et ça, à côté d'autres déclarations très importantes concernant le but ou l'objectif de l'État égyptien, c'est comment arriver à un certain état de satisfaction au niveau de la société égyptienne au cours de ces crises successives mondiales. Alors, c'est un objectif très difficile, effectivement, de satisfaire la population parce que souvent, la population a des besoins immédiats, ils veulent avoir une sorte de satisfaction immédiate, alors que les investissements qui ont été opérés par l'État, ce sont des investissements en infrastructure, donc des investissements long terme. Et leurs bénéfices vont apparaître graduellement et durablement sur le long terme. Après, il y a des cas de force majeure qui sont complètement en dehors de la maîtrise de l'État, que ce soit la crise du Covid-19 ou la guerre toute proche là en Ukraine. Et malgré ça, l'État trouve des solutions, essaie de mettre en place des procédures, des initiatives pour réduire l'impact sur la population. Mais bon, on sait que malgré ça, il y a toujours une inflation. C'est peut-être en Égypte parce qu'on a l'habitude, on va dire, des périodes d'incertitude économique, d'une inflation, on va dire, significative, comparé à d'autres pays, que ce soit en Europe, aux États-Unis, qui avaient oublié la signification du terme inflation. En fait, Monsieur Nadim Samna, malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'espace afin de nous expliquer ou de nous-mêmes révéler votre point de vue en ce qui concerne les indices et les évolutions
et qui ont été ou qui se sont souvenus sur la performance de l'économie égyptienne. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part pendant ces presque 30 minutes qui sont l'âge de cette édition d'Indice. Merci beaucoup, monsieur. Et donc, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier encore une fois pour votre fidélité, pour votre attention. Toujours bon suite de nos programmes sur NATEM International. À la prochaine.